Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Je reçois aujourd'hui et pour la deuxième fois Jean-Yves Le Gallou dans l'émission. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons parler aujourd'hui de deux de vos ouvrages qui fonctionnent un peu en synergie, on pourrait dire. Le premier, donc l'invasion de l'Europe, qui parle des chiffres du grand emplacement à travers les différents pays européens. Et le deuxième qui est une espèce de manuel de contre-attaque face à la diabolisation que nous subissons. On va commencer peut-être par les chiffres de l'invasion et par le premier livre Constat. Comment, déjà, ma première question, c'est comment on peut avoir des chiffres dans un pays comme la France qui interdit les statistiques ethniques? C'est compliqué, on est obligé de se débrouiller. Alors, on est obligé de se débrouiller. On arrive quand même à trouver un certain nombre de chiffres, notamment par les origines. Et il y a d'ailleurs des statistiques établies officiellement par l'INED et l'INSEE qui s'appellent trajectoire et origine, qui permet de savoir effectivement quelle est la situation, par exemple, des immigrés d'origine maghrébine à la deuxième génération. Ça, on peut savoir. Simplement, il y a du décalage statistique. Et je vous cite un exemple. La dernière étude disponible remonte à 2008-2009. Donc, vous voyez le décalage dans le temps, avec des chiffres qui sont évidemment antérieurs. Il y a une nouvelle étude qui vient d'être faite. Simplement, pour des raisons que chacun comprendra, elle ne sera rendue publique qu'en septembre 2022. Ah oui. Vous voyez pourquoi? Parce que ça permettra d'éviter d'avoir ces chiffres-là juste avant l'élection. Juste avant l'élection. Et effectivement, tous les chiffres que nous traitons dans l'invasion de l'Europe, sur la situation dans les différents pays d'Europe, eh bien, c'est un peu une partie de cache-cache pour trouver la réalité. Et très souvent, on a la réalité, on approche la réalité, mais avec un certain décalage dans le temps. C'est-à-dire que les statistiques, elles fait perdre un peu de temps et elles biaisent, mais les tendances, elles sont très claires. Les tendances, c'est le doublement des populations d'origine extra-européenne dans tous les pays européens, excepté l'Europe de l'Est, ex-Europe de l'Est, ex-Europe centrale, à peu près tous les 20 ans. Alors ça peut varier évidemment d'un pays à l'autre, c'est pas toujours les mêmes immigrations, mais la situation globalement est la même. Tous les pays subissent ce que nous n'hésitons pas à appeler l'invasion de l'Europe, parce que c'est un grand remplacement de population. Ben c'est justement ce que j'allais dire. En fait, vous séparez l'Europe dans l'analyse entre l'Europe envahie, l'Europe menacée et l'Europe résistante. Comment vous définissez ça? Alors, l'Europe résistante, c'est les anciens pays d'Europe centrale, qu'on appelait d'Europe de l'Est, qui ont été, au fond, gardés au frigo par l'Union soviétique et le communisme, et qui ne sont pas encore atteints par tous les maux dont nous sommes atteints à l'Ouest. L'Europe envahie, c'est l'Europe du Nord-Ouest, on est dedans, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est les Pays-Bas, c'est aussi les pays scandinaves, c'est la Belgique bien entendu, c'est l'Allemagne, voilà, ça c'est l'Europe envahie. Et puis l'Europe qui est menacée parce que le phénomène est arrivé un peu plus tard, c'est la Grèce, l'Italie, qui sont des pays de passage, mais dont les immigrés ont tendance à partir, encore que c'est en train de se modifier très profondément, l'Espagne. Et il y a un pays qui n'appartient ni à l'ex-Europe de l'Est, ni à ces pays-là, c'est le Portugal, qui reste provisoirement à l'abri, parce qu'il est quand même en dehors des grands flux de circulation, et il reste assez enraciné quand même. Ça, c'est un truc que j'ai pas trop réussi à déterminer. Est-ce que vous pensez que le Portugal se protège par la force de sa population, en quelque sorte, qui est identitaire, ou parce que c'est un pays qui, économiquement, n'est pas très intéressant pour les immigrés? Difficile à dire. Je crois qu'il y a les deux. Je crois qu'il y a les deux. Ceci étant, le Portugal commence aussi à être un petit peu atteint. Voilà. Mais avec retard. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que ces pays menacés, que ce soit l'Italie a des mouvements identitaires ou nationaux qui sont très puissants, qui ont même été au pouvoir un certain temps avec Salvini, et qui, s'il y avait des élections aujourd'hui, remporteraient la majorité en Italie. En Espagne, qui a longtemps été, entre guillemets, pour parler comme nos adversaires, à l'abri de mouvements nationaux identitaires, il y a Vox, et il y a Chega qui apparaît aussi au Portugal. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les pays maintenant,
ont des formations nationales ou identitaires, plus ou moins puissantes, avec des histoires plus ou moins différentes. Bon, il y a, si j'ose dire d'ailleurs dans cela, une assez belle histoire, qui est l'histoire danoise, où il y a eu un parti identitaire, le parti du peuple danois, qui est en chute. Alors on pourrait dire, c'est vraiment très triste. Non, c'est pas très triste, parce qu'au fond, ces thématiques ont été reprises par tous les partis. Et aujourd'hui, vous avez un Premier ministre ou une Première ministre social-démocrate qui va imposer l'examen des demandes d'asile aux demandeurs d'asile au Rwanda, ce qui devrait quand même en dissuader beaucoup. C'est très intéressant. L'exemple du Danemark, c'est très intéressant, notamment quand on compare le Danemark et la Suède, parce que le Danemark et la Suède, c'est deux pays scandinaves qui ont quand même des histoires parfois conflictuelles, mais enfin assez voisines. Et la Suède est complètement débordée, même s'il commence à y avoir un peu de résistance, alors que le Danemark a résisté beaucoup mieux. Allez, schématiquement, aujourd'hui, il y a à peu près 2 fois moins d'immigrés non européens au Danemark qu'en Suède. Ce qui est intéressant aussi, parce que c'est quand même 2 pays qui vivent dans la même sphère économique, dans la même sphère géographique, qui ont quand même subi les mêmes influences idéologiques. Et il y en a quand même un qui peut en partie, maîtriser sa situation, alors que l'autre est assez largement débordé. Ce que je trouve beau vraiment avec l'exemple du Danemark, c'est source d'espoir, parce qu'il y a vraiment il y a eu la force de dire non. Symboliquement, c'est quand même puissant de dire non. On a eu la vague de migrants en 2015. Alors, ils ont des mots de code un peu de gauche, c'est-à-dire ça a bouleversé notre modèle social. Oui. Mais enfin, l'important, c'est le résultat. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Ce qui n'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Vous savez ça, vous avez dit l'important c'est de dire non. Je crois effectivement que c'est aussi simple que cela. Et vous avez l'ancien président tchèque, Václav Klaus, qui a écrit un livre sur les migrations en Europe, qu'il a traduit dans une dizaine de langues, dont le français, qui est publié, qui a dû sortir il y a 3, 4 ans ou 5 ans. Bon. Et j'étais allé à la conférence de presse où il présentait son livre, en pensant à tous les obstacles qu'il peut y avoir pour réguler l'immigration, les obstacles de la Cour européenne des droits de l'homme, les obstacles judiciaires et tout. Et je lui ai dit, mais comment on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et il m'avait répondu, il suffit de dire non. Voilà. Il a quand même été dissident à l'époque soviétique, il a été Premier ministre tchèque, et président de la République tchèque. C'est pas un excité comme pourraient l'imaginer les gens de la bien-s'entente. C'est pas un excentrique. Il a été au cœur du pouvoir. Voilà, il dit, il suffit de dire non. Mais finalement, c'est la base de toute résistance. Une situation intolérable dans laquelle c'est indigne, en fait, et on se lève et on dit non. C'est toujours un peu ça, la résistance, toujours un peu le fonctionnement. Alors, pour revenir à la France, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est insupportable quand on écoute les médias, c'est cette idée que la France a toujours été une terre d'immigration. C'est vraiment, ça nous est répété dans les médias comme un mantra. Et justement, dans ce livre, vous montrez bien que c'est faux. Il y a un passage, par exemple, on dit en réalité, pendant 5000 ans, la population française issue d'un peuplement indo-européen très peu varié, quelques pourcents en quelques siècles. L'essentiel des mouvements migratoires s'est fait à l'intérieur du continent européen, y compris ce que l'on a nommé les grandes invasions. Effectivement, ça change tout. Oui, alors, si vous voulez, le peuplement européen, il remonte effectivement à 5000 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, il y a 3 populations d'origine. Il y a les chasseurs-cueilleurs, un peu de la préhistoire. Il y a les agriculteurs anatoliens, et puis qui sont venus il y a peut-être près 8000 ans. Et puis, il y a eu ensuite les conquérants indo-européens. Et c'est ça, le socle des populations, de l'ensemble des populations européennes, et honnêtement sans grand changement, effectivement, parce que quand on dit les grandes invasions, alors les grandes invasions, si vous raisonnez les grandes invasions en France, ça change la population à hauteur, d'après Dupaquier, histoire de la population française, ça change la population à hauteur, allez, on va dire de 5-6% sur plusieurs siècles. Ce qui est pas vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir. Et en l'occurrence, ce sont des grandes invasions, on va dire, plutôt germaniques, c'est-à-dire des populations très voisines, des populations gallo-romaines ou celto-romaines qui occupaient la France à ce moment-là. Et après, ça ne bouge pas. Alors, il peut y avoir des déplacements. L'Alsace, par exemple, a été repeuplée après la guerre de 30 ans. Enfin, il y a ce type de déplacement. Mais à l'intérieur de l'univers européen, et même la conquête
arabe ou arabo-musulmane de l'Espagne ne change pas en profondeur la population. C'est vrai. Hein? Et d'ailleurs, quand Philippe IV d'Espagne fait repartir les morts en 1604, 9 siècles après leur arrivée, quand même, ça a pris un certain temps, ils sont 400 000. Oui. C'est pas considérable. C'est vrai, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a aujourd'hui. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on connaît aujourd'hui. La quantité est 400 000, c'est le nombre de gens qui rentrent chaque année. Non, Hein, voilà. On n'arrive même pas à le concevoir. Je donne en grande masse, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est sur une population un peu moins importante, hein, mais quand même. Alors, l'argument qui est donné par les immigrationnistes pour légitimer l'immigration extra-européenne, c'est le fait que les Européens font peu d'enfants, qu'il va falloir payer la retraite des actifs qui ont aujourd'hui 40-50 ans. Qu'est-ce qu'on peut répondre face à ça? Parce que c'est vrai que les Européens font peu d'enfants. Quelle est la réponse qu'on peut apporter? Bon, pour les retraites, c'est quand même une vaste blague parce que c'est l'argument qu'on utilisait il y a 40 ans. Donc, vous allez être réglé. Ouais. Et si vous voulez, c'est pas les masses de chômeurs ou d'assistés de Seine-Saint-Denis qui vont verser les retraites des retraités des Alpes-Maritimes. Donc ça, c'est une blague. Alors, pour la démographie. Là-dessus, moi, il y a des thèses assez différentes, puisque vous avez des gens comme Camus, Renaud Camus, qui dit « moins on est nombreux, mieux c'est », etc. Bon. Alors, je crois que les populations européennes ont connu une transition démographique naturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de mortalité infantile, il est assez naturel de réguler le nombre des naissances. À partir du moment où vous avez sur le même sol non plus 3 générations, mais 4 générations, ce qui est à peu près le cas aujourd'hui, eh bien, il est aussi normal qu'il y ait une régulation des naissances. Donc, qu'il y ait eu une limitation, une diminution des naissances en Europe, c'est plutôt naturel. Alors, peut-être que ça va un peu trop loin, mais l'immigration, non seulement ne règle pas le problème, mais elle l'aggrave. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un jeune couple français va hésiter à avoir un enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant? C'est que son revenu va baisser, et il va être obligé de s'éloigner des centres-villes et de se loger dans des endroits où il va côtoyer des gens d'une culture, d'une civilisation différente, et parfois pas toujours aussi accommodant qu'on pourrait le souhaiter, voire l'exiger. Il va avoir le même problème pour l'école. Et donc, vous avez, en fonction de l'école, vous avez une augmentation du prix de l'immobilier. Et donc, il y a une dissuasion. Non seulement l'immigration ne compense pas la chute démographique, parce qu'on ne remplace pas des poires par des pommes, mais il l'aggrave. Il l'aggrave parce que c'est un élément, si vous voulez, pour des jeunes parents aujourd'hui, l'école et le logement, c'est un casse-tête. Assez largement en raison de l'immigration. Oui, je connais beaucoup de gens qui sont ensemble depuis des années, qui se font confiance, qui seraient prêts à avoir des enfants et qui ont peur, tout simplement, pour l'avenir de leurs enfants. Oui, ils devraient quand même le faire, mais bon. Il faut le faire, mais c'est pour expliquer. Mais honnêtement, non seulement l'immigration ne va pas régler ce problème-là, mais l'immigration est une des causes de ce problème. Ça, c'est intéressant de le souligner, on le dit jamais. C'est une des causes par les effets sur le logement, sur l'école, et même sur les transports. Et donc, c'est tout à fait inapproprié. Alors, une question qu'on ne se pose pas souvent, mais les masses immigrées, les Africains, les Arabo-musulmans, est-ce que vous pensez qu'au bout de quelques générations sur les territoires français, ils feront tout de même moins d'enfants, en s'adaptant, on va dire, au modèle occidental, autant qu'on peut... Est-ce qu'il y a cet espoir-là, on va dire? Ouais, mais alors il est assez nuancé. D'abord, si vous voulez, vous avez un démographe, Boursier de Carbon, qui a publié une étude très très rigoureuse il a établi des relations entre le taux de fécondité et le revenu relatif. Non pas le revenu. Qu'est-ce que c'est le revenu relatif? Le revenu relatif, c'est le revenu des familles avec enfants. D'accord. Par rapport à celles qui n'ont pas d'enfants. Simplement, je crois qu'il faut voir que cela s'applique à l'intérieur de communautés données. Donc ça va s'appliquer à l'intérieur de la communauté européenne, ça va s'appliquer aussi à l'intérieur des communautés immigrées. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les femmes d'origine immigrée nées en France
font moins d'enfants, un peu moins, beaucoup plus d'enfants que les femmes françaises ou européennes de souche. Oui. Hein, beaucoup plus d'enfants que les femmes européennes françaises de souche, moins que les femmes de leur pays d'origine, mais qu'en revanche, quand une femme arrive de son pays d'origine pour arriver en France, elle augmente son taux de fécondité parce qu'elle a une impression de prospérité, de commodité. Donc c'est assez complexe. En tout cas, aujourd'hui, le différentiel reste très important. Il reste important entre les femmes étrangères ou immigrées, qui ont un taux très élevé, généralement au-dessus de 3, 4 enfants par femme. Les femmes d'origine immigrée, là c'est entre 2 et 3. Et les femmes françaises ou d'origine européenne, où c'est plutôt autour de 1,5. Mais c'est très difficile d'avoir ces chiffres. C'est très difficile d'avoir ces chiffres parce que, si vous voulez, le problème, c'est que l'INED et l'INSEE sont des organismes politiques. Évidemment. Et qu'on le voit d'ailleurs dans le fait qu'ils ferment l'accès à ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire les sources brutes. Parce que s'il y avait l'accès aux sources brutes, nous, nos chercheurs, les gens qui travaillent dans notre sens, et Dieu sait s'il y en a, tout à fait qualifiés pour le faire, ils pourraient faire les études. Bien sûr. Mais encore faut-il qu'ils acceptent à l'open data. C'est pour ça que lorsqu'on compare les taux de natalité des différents pays européens, c'est à relativiser pour la France, parce qu'on ne sait pas. La France est à 1,7, je crois, à 1,8, on ne sait pas trop. La France, elle triche. Oui, voilà. Non, mais c'est sûr, Enfin, elle triche. Alors oui, on a les mesures qui sont le dépistage à la drépanocytose. C'est vrai. Mais c'est vrai que, mettons de côté l'immigration, si on regarde les politiques de l'État français, on est plutôt dans un pays nataliste. C'est pour ça que c'est un peu agaçant. Oui, mais si vous voulez, Hollande a tapé la politique nataliste. Mais après, si vous voulez, on a eu longtemps la politique nataliste, ça renvoie au revenu relatif. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas l'égalité selon les revenus des gens, vous cherchez l'égalité à revenus équivalents entre les gens qui ont des enfants et les gens qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, la bonne politique nataliste, elle consisterait à encourager les classes moyennes et à encourager le deuxième enfant. C'est précisément ce qu'a contribué à détruire François Hollande, avec une certaine efficacité, puisqu'il y a eu une chute de la fécondité à la suite des mesures de François Hollande, qui elle-même succédait à des mesures de même esprit, prises sous Sarkozy ou sous Chirac. Et donc, on a détruit l'incitation à la natalité dans les classes moyennes, chez les Français de souche, tout en maintenant un système social extrêmement avantageux pour les revenus les plus bas, ce qui, de facto, avantage la natalité immigrée. On a fait une politique à l'inverse de celle qu'il faudrait faire. Oui, je comprends. En fait, c'est en apparence qu'il y a une politique nataliste, mais en fait, ça ne sert pas vraiment... Il y a eu une politique nataliste, mais qui a été progressivement démantelée, et notamment démantelée en mettant en place des seuils. Or, si vous voulez, le cadre moyen ou l'employé, il va se comparer avec ou sans enfant, à un autre cadre moyen, voir s'il est cadre supérieur à un autre cadre supérieur, voir et l'employé à un autre employé. Chacun se compare par rapport à soi. Et la politique familiale, ça vise à diminuer les écarts au sein d'une même classe de revenus. Je comprends. Entre les gens qui ont des enfants et qui participent donc à la reproduction générale, à la transmission générale, et les autres. D'accord. Alors, on l'a dit un peu plus tôt, ce qui est encourageant, c'est quand même dans un certain nombre de pays européens, pratiquement tous, on a les mouvements de droite identitaires qui montent petit à petit. D'un autre côté, on a aussi des partis musulmans, islamiques, même islamistes, on pourrait presque dire, qui montent également dans des pays comme la Belgique. Et on se demande en fait, qu'est-ce qui ira le plus vite d'un côté comme de l'autre? Est-ce que le scénario de Houellebecq va se produire? Il y a un peu cette crainte-là dans des pays comme la France ou comme la Belgique. Même si en France, on n'a pas vraiment de partis musulmans, mais on a les partis de gauche qui ont cet électorat. Et les partis de droite. Et les partis de droite. Alors, si vous voulez, je crois qu'il y a une chose qu'il faut comprendre s'agissant de la France, c'est que la responsabilité du chaos migratoire et du chaos sécuritaire, parce qu'il n'y a pas de problème d'insécurité en France, il y a un problème migratoire qui débouche sur un problème d'insécurité. Voilà. Le chaos migratoire et le chaos sécuritaire ont été créés par
ce qu'on a appelé le Front républicain. Le Front républicain, qui a été créé il y a pratiquement 40 ans, imposé par les médias, par les associations antiracistes, par les loges maçonniques, qui a été imposé aux partis politiques, et qui a consisté à mettre un cordon sanitaire entre le Front national et le reste. Quelle a été la conséquence? Je vais vous citer le paradigme de Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie a eu comme maire Bédier. Oui. Pierre Bédier, qui était un jeune, moi je l'ai connu il y a longtemps à la région Île-de-France, c'était un jeune RPR de droite, qui pensait plutôt pas mal, qui était réservé sur l'immigration, etc. Est arrivé le Front républicain, la coupure, l'interdit de toute alliance, l'exclusion de l'électorat Front National. Ce pauvre Bédier a perdu amputé, en fait. Un bras. Il était amputé de son aile droite électorale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à la remplacer. Et par qui il l'a remplacée? Par l'immigration, par l'électorat musulman qu'il a clientélisé. En l'occurrence, à Mantes-la-Jolie, c'est un électorat pour partie turc. Et donc, il a financé des mosquées, il a financé des centres culturels, et il a récupéré cet électorat. Vous avez la même situation en Seine-Saint-Denis. Alors effectivement, il y a ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, c'est la récupération d'électorats musulmans par la gauche ou par les écologistes, avec en plus un certain socle idéologique. Qui peut être anti... Bon, enfin bref. Voilà. C'est compris. Mais vous avez l'islamo-droitisme. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent de ça. Qui n'a pas de soubassement idéologique. Qui développe la thèse du vivre ensemble, le baratin, mais dont la raison principale est électorale. Et pourquoi elle est électorale? Parce qu'il y a le Front républicain. Et moi, je dis que les gens qui ont imposé le Front républicain, ils sont coupables de la situation actuelle. Il faut les diaboliser. Moi, je le ferai en débat si j'avais des débats avec eux, mais je le fais sur mes comptes Twitter et autres. Je pense qu'il faut demander aux gens des ligues antiracistes de faire repentance. Ce sont eux qui sont responsables de la situation. Il faut demander aux gens qui ont imposé le Front républicain de faire repentance. Ce sont eux qui sont responsables de la situation. D'ailleurs, quand on voit les propos du RPR autrefois, de la droite classique des années 80, en fait, des fois, on s'y retrouve. Et on se dit, mais comment ces gens, maintenant, ont pu être ramenés dans le Front républicain, à dire, là, 1 an avant l'élection, les républicains ont déjà dit qu'en gros, le Front national, c'était inacceptable. Ils sont aussi responsables, il y a une lâcheté quand même de la droite. Alors, il y a une lâcheté, il y a deux phénomènes, si vous voulez. Il y a un phénomène de sélection des hommes politiques. Les hommes politiques ont été sélectionnés depuis les années 80, on va dire la génération des Bertrand, des Pécresse, si on parle des gens du RPR, ils ont été sélectionnés par les médias. Et pour être sélectionné par les médias, c'est pas très compliqué. Il faut rajouter dans le politiquement correct. Et donc on vous invite. Par contre, si vous faites une sortie politiquement incorrecte, vous n'êtes plus invité. Et donc vous n'existez plus. Donc il y a eu une sélection de la classe politique autour de ces critères-là. C'est plus les mêmes, en fait. Ça fonctionne même, enfin on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais à l'extrême limite, ça fonctionne aussi comme ça au Front National, au Rassemblement National. Avec une certaine différence. Mais le mécanisme est la même. Je crois que M. Bardella vient de déclarer qu'ils allaient marginaliser les éléments d'extrême droite, entre guillemets, donc il reprend le vocabulaire moi qui croyais qu'il l'avait déjà fait. Oui, voilà, mais ça se refait en permanence. Oui. Bon, et donc, ils auraient, avec par exemple les identitaires ou les communautaires, des gens de conviction et de talent, il y en a très peu qui... Alors, ils sont dans les soutes, en fait.
C'est là la grande hypocrisie, c'est qu'on va pas les mettre sur les commissions d'investiture, mais on sera très content de les trouver pour faire les maquettes des documents électoraux, distribuer les tracts après, etc. Éventuellement distribuer les tracts, mais un peu plus que ça quand même. Ouais, je comprends. D'ailleurs, Marine Le Pen, moi je suis depuis des années la politique, ce qu'elle disait sur l'islam au début des années 2010 et ce qu'elle dit aujourd'hui, il y a eu un flip-flap total parce que elle n'hésitait pas quand même à accuser l'islam. Je me souviens en 2012-2013. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une grosse erreur de sa part de dire que l'islam est compatible avec la République. Sur l'islam, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Voilà, ça c'est clair. Alors, elle n'a rien compris parce qu'elle n'a pas compris en quoi l'islam était un système global et donc un système social, un système légal qui était parfaitement incompatible. Une conception de la vie, tout simplement, on reste attaché normalement au principe d'égalité. Mais l'islam ne connaît pas l'égalité. Il estime qu'il y a la supériorité non seulement de l'homme sur la femme, mais aussi, et c'est la première des supériorités avant la seconde, du musulman sur les autres. Voilà. Donc c'est ça leur conception. Et donc on ne peut pas y aller sans savoir cela. Mais à votre avis, pourquoi elle dit ça? Est-ce qu'elle se dit, il me manque 4-5% de voix de la part des musulmans pour gagner? Est-ce que c'est électoral? Est-ce que c'est de la connerie? Oserait-on le mot? Est-ce qu'elle est mal conseillée? Pourquoi elle dit ça? Alors que son électorat ne veut pas entendre ça. Non, mais je pense qu'elle pense qu'en disant ça, d'abord elle en récupérera, ce qui est très faible. Et ceux qu'elle récupère sont ceux qui sont en rupture avec l'islam. Donc, c'est pas forcément le discours qu'ils attendent. Ceux qui sont d'origine, effectivement, arabo-musulmane, mais qui sont en rupture avec l'islam, c'est pas très pertinent pour eux. Et puis peut-être qu'elle pense que dans un deuxième tour délicat, ils ne se mobiliseraient pas, ce qui est, à mon avis, d'une stupidité sans nom. C'est sûr. Si Marine Le Pen était en position d'emporter un deuxième tour, ce qui n'est pas acquis, mais si elle était en position, la fraude en Seine-Saint-Denis serait absolument massive. Massive. Parce que d'ailleurs, elle serait légitimée par le système médiatique qui explique qu'il faut faire barrage. D'ailleurs, quand on voit comment Trump a été battu dans les quartiers noirs des banlieues américaines, où il y a eu quand même une commission de contrôle qui a dit on ne peut pas retirer ces votes-là parce que ce sont des votes noirs. C'était des votes frauduleux, le fait qu'ils soient noirs. Des noirs, on n'en savait rien, c'était dans un quartier noir. Mais l'argument a été utilisé. C'est fou. L'argument a été utilisé. Et donc, je crois que c'est illusoire. Bon, enfin, passons. On va pas... Non, mais en tout cas, la victoire va être difficile. Mais en face, ils sont prêts à tout. Ça, c'est une évidence. Alors, il y a quelque chose, vous rappelez aussi dans le bouquin, qui me semble essentiel, c'est que militer comme ça, en étant une personnalité politique identifiée comme anti-musulmane, etc., c'est aussi dangereux. Et vous ne le dites pas pour dissuader, mais simplement pour le rappeler. Vous dites donc qu'il n'y a pas seulement la démographie, la situation politique est préoccupante. Les hommes politiques qui se sont élevés contre l'immigration ont été assassinés, comme le néerlandais Pim Fortuyn. D'ailleurs, il n'a pas été tué par un musulman, mais par un gauchiste, un islamo-gauchiste, ou diabolisés, comme le britannique Enoch Powell, le français Jean-Marie Le Pen, les autrichiens Jörg Haider et Heinz Christian Strache, ou plus encore l'italien Matteo Salvini. C'est vrai, ça, c'est qu'en plus, il y a une difficulté à tenir les positions. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Salvini commence à être mal vu par certains droitards italiens parce qu'il aurait un petit peu... Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Salvini, il n'a pas changé. Il a mis un peu d'eau dans son vin, si j'ose dire, sur les positions européennes. Je ne pense pas qu'il ait changé sur les positions d'immigration. Simplement, Salvini, on est en Italie, qui est un peuple très, très fin, très, très politique, très, très politique. Il a fait un coup de poker, il a perdu. Et donc, il a beaucoup souffert de ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est en train de rattraper et peut-être demain devancé par Meloni de Fratelli d'Italia. Voilà. Alors qu'il revient de loin, parce que Fratelli d'Italia, c'est l'ancien Messi qui s'est complètement converti au politiquement correct à l'époque de Fini, qui a fait une carrière formidable,
mais sans laisser absolument aucune trace et renonçant sur tout, et qui repart de l'avant en reprenant des positions plus nationales par rapport à l'Europe et très identitaires par rapport à l'immigration. Ah oui, Mélanie contre l'immigration a vraiment eu des propos... Elle est très claire, Mélanie. C'est parfait. Clair, En tout cas, le peuple italien a un fort vote pour la droite en Italie. Oui. Mais le système électoral est complexe et empêche la droite de vraiment gouverner, c'est insupportable. Oui, alors, le système italien, il est italien. Ouais. Voilà, c'est assez normal. Voilà. Alors, tout de même, quand vous voyez génération identitaire a été interdit, est-ce que ça vous a pas mis un coup moral? Est-ce que vous n'avez pas dit, mince, comment on peut militer dans ces conditions? Parce que génération identitaire faisait gaffe quand même. Il y avait l'étiquette identitaire, mais justement, il y avait pas de fausses notes en fait. Ah, honnêtement, ils ont été dissous sans absolument aucun argument autre que celui qu'ils diffusaient des idées qui étaient des idées critiques de l'immigration, donc des idées de haine, donc contraires à l'ordre public. C'est ça l'argument que la représentante du ministère de l'Intérieur a défendu devant le Conseil d'État, et que le Conseil d'État, à la section présidée par M. Chantepie, a retenu, ce qui est absolument hallucinant, parce que c'est du délit d'opinion. Ils ont été dissous pour délit d'opinion. C'est d'autant plus fort qu'ils avaient été poursuivis pour délit d'opinion devant les tribunaux correctionnels. Les tribunaux correctionnels n'ont pas retenu le délit d'opinion. Et le gouvernement le reprend, et le Conseil d'État le reprend. Enfin, le Conseil d'État, c'est M. Chantepie, c'est la bande à Duhamel, quand même. C'est la bande à l'ancien patron de Sciences Po, là. Ah oui, d'accord. Son nom. Voilà, on va le trouver. Voilà, c'est ça Duhamel. Duhamel. C'est ça l'humus, si je puis dire, l'humus de M. Chantepie. Ça n'a rien à voir avec le droit. Oui, mais c'est de la pure idéologie. Comment on peut continuer à militer? Ça a été l'ancien directeur de campagne de Mme Ségolène Royal aussi. Enfin voilà, c'est un militant immigrationniste, un militant homosexualiste. Voilà, et il rend une décision parfaitement liberticide. Monsieur Chantepie. Est-ce qu'à votre avis, ça change la manière de militer? Est-ce que ça doit changer notre manière de militer, finalement, toutes ces interdictions un peu arbitraires? Alors, c'est vrai que ça pose une vraie question. Honnêtement, là, je ne sais pas vous répondre parce que je n'ai pas réfléchi. Mais c'est vrai que ce qui est extrêmement préoccupant, c'est que Génération Identitaire n'a pas fait de faute. C'est ça, Ils n'ont pas fait de faute. Pas de casserole. Voilà, rien. Et Dieu sait si c'est difficile quand même. Oui, c'est sûr. Voilà. Et je crois qu'on ne peut pas se contenter de se reconvertir uniquement sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas, à mon avis, tout à fait satisfaisant. Après, il faut réinventer d'autres formes d'action, de communautarisation, certainement. Vous disiez une fois que la censure est toujours contournable, ça peut être des actions individuelles. Le type qui a baffé Macron, il a un peu vengé Génération Identitaire. C'est un acte politique qu'il a commis. Il devrait d'ailleurs avoir le statut de détenu politique. C'est vrai que la peine, il a pris 4 mois ferme, ça on peut le comprendre. J'ai vu. Mais la privation de droits civiques pendant 3 ans et l'impossibilité d'être fonctionnaire à vie. Ça, c'est vraiment, on voit qu'est-ce qui est ciblé. C'est ce qu'on appelle les peines complémentaires. Exactement. Mais honnêtement, on peut comprendre qu'il soit condamné à une condition. C'est qu'en prison, il ait un statut de détenu politique, qu'on ne le foute pas dans une prison du tiers-monde. C'est ce qu'on va voir, effectivement. Voilà. Je pense qu'ils ont intérêt à faire gaffe quand même, parce que il sortira, enfin j'espère quand même pour lui, et il pourra apporter son témoignage. Oui. Étonnamment, j'ai vu que certains médias considéraient que c'était une peine un tout petit peu lourde. Ça m'a étonné, j'ai vu ça ce matin. Vraiment. Alors écoutez, pour ce qu'on appelait, mais la peine a disparu, vous savez quand même qu'il s'appelle Damien. Oui, comme celui qui avait essayé de tuer le président. Damien qui avait essayé de tuer le président Louis XV, le roi Louis XV, qui a eu une fin difficile. Il avait été écartelé. C'était quand même plus sérieux. Vous savez, on a des attentats qu'on mérite. Louis XV a eu un vrai attentat, le type a été écartelé. Il y a eu l'attentat du petit Clamart, au fusil mitrailleur. De Gaulle a fait fusiller Bastien Thierry. C'est comme ça. Chirac a eu un attentat
un peu plus modeste, à la carabine, à la carabine à 22, le gars a fait quelques années de prison. Là, c'est une giflette. Bon, 4 mois de prison, mais à chaque fois, le niveau d'attentat baisse en même temps que le niveau du souverain, si vous voulez. C'est vrai. Alors, dans ce même livre, vous parlez de la diabolisation. La diabolisation est une technique incapacitante majeure. Elle rend impossible la description du phénomène d'invasion migratoire dans toute son ampleur. Elle isole ceux qui en sont l'objet et limite, voire interdit leur accès aux médias. Elle ralentit surtout la progression et freine, voire rend impossible l'action. Alors justement, ensuite, dans le livre « Manuel de lutte contre la diabolisation », vous essayez de définir ce qu'est la diabolisation et comment lutter contre. Je ne sais pas trop par où commencer, parce que vous donnez pas mal de critères. Il y a différentes formes, en fait, il y a différentes façons de diaboliser un ennemi et de diaboliser ce qu'on dit être l'extrême droite, qui sont utilisées par les médias. Je ne sais pas quelle est la plus redoutable, mais on le subit tous un peu, en fait, finalement, ça. Cette diabolisation des médias. On subit tous la diabolisation des médias, notamment la diabolisation par le vocabulaire. Oui. C'est-à-dire que dès que vous développez des idées qui ne sont pas tout à fait dans le politiquement correct, dans la pensée unique, à ce moment-là, vous êtes raciste, xénophobe, homophobe, islamophobe, extrémiste, l'extrême droite, ou vous êtes complotiste. C'est un nouveau terme. Et donc, à partir de là, vous êtes décrédibilisé, voire interdit. Décrédibilisé parce que vous colportez des fake news. La fake news d'hier étant souvent la vérité d'aujourd'hui. On le voit par exemple avec la thèse de la sortie du laboratoire du coronavirus, qui vous valait des accusations, la simple hypothèse vous valait des accusations de complotistes il y a 15 mois, alors qu'aujourd'hui c'est considéré comme l'hypothèse la plus probable. Pas certaine, mais l'hypothèse la plus probable. Donc là, on vous disqualifie parce que vous êtes complotiste, vous donnez des choses fausses, vous mentez, ou alors vous développez des discours de haine, et là, ça justifie aussi de vous censurer. Donc on peut vous censurer de deux manières, soit parce que vous dites des choses fausses, présumées fausses, alors que ça peut être tout simplement le réel ou des opinions différentes de l'opinion dominante, ou alors parce que vous développez un discours dit de haine, hate speech en américain, et à ce moment-là, on vous censure aussi. Et ça, bon, alors évidemment, il faut quand même savoir qu'historiquement, toutes les censures ont toujours été contournées. Donc il y a toujours, c'est un peu l'histoire de l'épée et du bouclier. L'épée a toujours un coup d'avance sur le bouclier. Donc bon, voilà, mais ça rend les choses évidemment beaucoup plus difficiles. Et puis surtout, quand vous vous exprimez dans un groupe privé ou sur des médias, vous êtes en position, vous avez en face de vous une forteresse. Et donc, il faut attaquer la forteresse, et ça, c'est pas facile. Au début de ce livre, il y a un moment intéressant en fait, où vous décrivez ce mot qu'on emploie souvent, qui est cette expression, la fenêtre d'Overton. Vous expliquez ce qu'est la fenêtre d'Overton. Et ce que j'avais envie de vous demander, c'est, effectivement, on sent en ce moment, en plus avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec Trump qui a été humilié après sa défaite, la gauche domine, mais on a l'impression que la fenêtre d'Overton, doucement, quand même, va vers la droite, quand on voit toutes ces invitations, notamment sur le plateau d'Hanouna, de personnalités de droite. C'est comme s'ils ne pouvaient pas, ils sont obligés de composer avec nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, si vous voulez, il y a, dans les phénomènes nouveaux, il y a quand même, depuis 20 ans, la diversification de l'offre audiovisuelle. C'est-à-dire, il faut savoir, il y a 20 ans, il y avait les grandes chaînes, et puis c'est tout. Et puis il y avait LCI et iTélé, mais qui étaient peanuts, quoi. Aujourd'hui, vous avez une offre audiovisuelle qui a varié. Et donc, il y a quand même un phénomène de concurrence qui fait que on est amené à inviter des gens qu'on n'aurait pas invités. Alors, les gens qu'on invite et qu'on n'aurait pas invités avant, ils le sont quand même sur du périphérique, si vous voulez. Bien sûr, C'est-à-dire que CNews
qui est un grand succès, c'est 1 million de vues avec Pro ou Zemmour. Le JT de TF1 et de France 2, au total, c'est 15 millions. Donc on est encore pas tout à fait. Et on voit de plus en plus de gens. Et moi, je suis frappé de voir quand même le nombre de gens qui pensent différemment, qui ont maintenant la possibilité de s'exprimer. Pas encore aux 20h de TF1, pas encore aux 20h de France 2, mais ils apprennent. C'est prometteur. Ouais. C'est prometteur. C'est prometteur. Ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Alors, il y a 2 explications quand même. Je pense qu'il y a une première explication, qui est l'explication que j'ai donnée, qui est quand même l'audience. Hein. Bon, ça marche, Zemmour explose les scores. Zemmour explose les scores, Pro explose les scores, etc. Bon. Et puis, il y a le fait qu'un certain nombre de gens commencent à prendre conscience de la réalité. Bon, vous avez quelqu'un qui a été un acteur majeur de l'évolution actuelle, Julien Drey, trotskiste, socialiste, fondateur manipulateur de SOS Racisme. Il est responsable de la situation actuelle. Mais il se rend compte maintenant. Oui, j'ai vu ça. Il a pris conscience. Étonnant. Hein. Et donc, comme il a pris conscience, il a été invité sur CNews, il s'est exprimé sur CNews, et maintenant il pleurniche en disant « Mais je comprends pas, depuis que je vais sur CNews, on m'invite plus ailleurs ». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce type qui est très intelligent, qui a été très nocif, très nuisible, il est quand même en train d'opérer un bascule. Dans le même registre, quand M. Enthoven, philosophe à 2 balles entre nous, mais enfin bon, qui est assez à l'aise dans la vie, on va dire, ex de Carla Bruni et j'en passe. Bon, il y a pire. Voilà, oui. Il dit entre Mélenchon et Marine Le Pen, je choisis Marine Le Pen. C'est quand même un petit basculement. C'est vrai. Hein, et vous avez quand même, vous avez aussi quand même beaucoup de grands intellectuels qui ont basculé ou quasi basculé. Vous avez Manon, vous avez Onfray, vous avez, donc il y a quand même, il y a une évolution intellectuelle. Il y a une évolution parce que malgré tout, il y a un certain nombre de gens qui voient la réalité, quoi. C'est pas possible autrement. Même dans la classe politique. Même dans la classe politique, si vous voulez, LR, il y en a quand même un certain nombre qui commencent à prendre conscience, quoi. Voilà. Et puis, il y a une expression médiatique avec un peu plus de diversité. Il y a aussi les réseaux sociaux. Les médias alternatifs. Malgré les censures. On est pourchassé, mais bon, on finit toujours par revenir. Bien sûr. On est chassé par la porte, on rentre par la fenêtre. Quoi. C'est sûr. Une question me vient. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Jacques Attali qui a dit que Marine Le Pen serait probablement la présidente en 2022 ? Est-ce que c'est un moyen de pousser Marine Le Pen pour que Zemmour se calme ? Est-ce qu'il le pense vraiment ? Comment vous analysez ça ? Je ne sais pas. C'est dur à dire, hein ? Je ne sais pas. C'est dur à dire. Je ne sais pas. Alors, dans ce livre, ce qui m'a marqué, c'est... On parle de la diabolisation. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène, quand quelqu'un est diabolisé, il est comme pestiféré. Et même des gens qui pensent comme lui se disent « je ne vais pas le soutenir parce que sinon c'est un peu comme une maladie, je vais la prendre aussi. » Oui, absolument. Et face à ça, finalement, vous avez proposé une réaction qui est contraire à ce qu'on pourrait croire, qui est de non pas forcément soutenir, mais ne surtout pas prendre le parti de diaboliser aussi. Jamais diaboliser. On n'est pas forcément d'accord avec son voisin ou à quelqu'un qui est encore un peu plus éloigné. On n'est pas forcément d'accord, mais il ne faut jamais participer de cette diabolisation. Il faut le soutenir si on estime qu'on peut le soutenir, mais ne pas participer de sa diabolisation. Voilà. Ça, c'est une règle absolue. Ne jamais hurler avec les loups. Ça, c'est une règle. Et c'est contre-intuitif parce qu'il y a un certain nombre d'imbéciles, j'éviterai d'en citer pour rester correct dans le cadre de votre émission, mais qui pensent qu'en diabolisant le voisin, ils vont se dédiaboliser. Mais non. Parce que si le voisin est diabolisé, premièrement, comme vous êtes son voisin, il y a quand même un peu de porosité. Deuxièmement, une fois que votre voisin sera diabolisé, on va vous diaboliser, vous. Et donc, il ne faut jamais participer de la diabolisation de voisin. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que les uns ou les autres peuvent dire. Hein. Mais à partir du moment où quelqu'un est diabolisé, il ne faut pas y participer. Je vais vous dire, moi je vais même assez loin dans cette logique, parce que quand il y a eu l'affaire du LOL,
Oui. Vous vous souvenez de cette affaire qui mettait en cause la Ligue du LOL, la Ligue du LOL, des journalistes de gauche ou d'extrême gauche. Des mecs de gauche qui en fait s'avèrent être macho, faire des petites blagues. Voilà. Moi, je suis allé en défense, alors que c'est pas des types de ma sensibilité politique, mais c'était un élément je comprends, tout à fait instructif. En fait, ça consistait d'ailleurs, c'est une opération qui consistait à éliminer des mâles trentenaires blancs par des femmes homosexuels de même âge. Voilà, c'était ça l'opération derrière. C'est pas une pure opération. Voilà, c'est une sorte de nettoyage ethnique, si j'ose dire. Voilà. Donc jamais participer de la diabolisation du voisin. Jamais. Et soutenir quand on le peut. Je trouve que les identitaires, au moment de leur dissolution, n'ont pas eu tout le soutien qu'ils auraient mérité. Ils ont eu un soutien. Ils ont eu un soutien, mais je pense que ça aurait pu aller un peu plus loin de la part de certaines personnes. D'autant plus, encore une fois, que la raison pour laquelle on les a dissous, on peut dissoudre le Rassemblement national pour exactement les mêmes raisons. Tout à fait. Sauf que le Rassemblement national est un peu plus gros, quoi. C'est un peu plus délicat. C'est terrifiant. On va quasiment vers une interdiction de la critique de l'immigration. C'est bien plus loin que le racisme, en fait. Absolument. D'autant plus que ils ne monnaient que des actions, en plus, des actions qui leur sont reprochées. Enfin, je laisse de côté la mosquée de Poitiers, mais c'est des actions contre l'immigration. Clandestine. Oui, en plus, Clandestine. C'est vrai. Bon, il faut rappeler ça, effectivement. En plus, ce que j'allais vous dire, là, j'ai failli oublier, mais avec l'affaire de la gifle, on voit bien que les médias mettent toutes les figures de la droite dans le même sac. Même moi, j'ai été cité, alors que j'ai rien à voir avec ce type, et on m'a cité dans le même sac avec des types de droite que j'ai jamais rencontrés, qui ont jamais voulu me voir ou le contraire. Enfin, qu'on le veuille ou non, la gauche nous voit comme une grande famille, et je trouve que ça fait réfléchir malgré tout. C'est l'ennemi qui vous définit. Hein. Voilà. Alors, votre livre, là, le manuel contre la diabolisation, m'a fait penser à bien des moments à Courage de François Bousquet. Oui, c'est on est vraiment sur la même longueur d'onde. Oui, c'est très compatible. Oui. Et ce que je voudrais vous demander, c'est si vous pensez que les militants un peu de l'ombre feraient du bien à la cause en se montrant, en s'affichant. Est-ce que vous pensez qu'on doit faire ça? Alors, écoutez, sur ce point de vue de Bousquet, je suis partagé. D'accord. C'est vraiment un sujet d'ailleurs qu'on a à traiter très régulièrement dans le cadre de l'Iliade, où on forme quand même beaucoup de l'Institut Iliade, on forme beaucoup de gens de la nouvelle génération, enfin des 20-30, 20-35. Et la question est de savoir, quand ils publient un livre par exemple, les meilleurs vont publier un livre, vont publier une vidéo, sous leur nom ou sous pseudo. Et objectivement, alors Bousquet dit sous leur nom, Taillot sort de la tranchée. C'est souhaitable, c'est pas toujours recommandable. Et là, je crois qu'il faut que chacun... Il faut du courage, ça dépend aussi de la situation. Hein, ça dépend aussi de la situation professionnelle. Il faut le dire. Voilà. Bon. Et nous avons des gens qui sortent sous leur nom, ce qui est très bien, et d'autres qui opèrent sous pseudo. Voilà. Il faut vraiment... Moi, là-dessus, je suis pragmatique. Je suis pragmatique. En somme, on y gagnerait, mais c'est une situation qui est complexe. Si tout le monde, évidemment, si tout le monde sort en même temps... C'est ça. Oui, si tout le monde sort en même temps, mais s'il y en a un qui sort, paf. C'est ça le problème. J'ai vu que Camus s'est aligné en quelque sorte sur cette position de Bousquet en disant les homosexuels sont très critiqués par la droite, mais ils gagneraient à faire comme les homos et à sortir du placard tous en même temps. Il a dit dans un truc ceci étant, si vous voulez, c'est vrai que si vous regardez l'avènement la montée en puissance de ce qu'on peut appeler le pouvoir des lobbies homosexuels, il s'est fait par l'affichage. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en partie. Hein. C'est vrai que ça fait réfléchir. Donc là, objectivement, il y a eu des gens courageux chez eux, les premiers. Après, maintenant, c'est devenu une aide à la carrière, donc ça ne nécessite plus beaucoup de courage. Mais au départ, oui. C'est bon. Finalement, dans la manière de lutter contre la diabolisation, je crois qu'il y a un titre de chapitre qui résume tout, c'est ni provocation, ni concession. C'est-à-dire ne pas volontairement... L'autodiabolisation, c'est mauvais aussi, mais d'un autre côté, il ne faut rien céder. Par exemple, il y a une phrase que je trouvais... Les semi-habiles sont des semi-hommes.
C'est vrai, parce qu'ils croient en fait à une stratégie, un billard à 3 bandes, et finalement rien n'avance. Non, évidemment. Évidemment. Si vous ne défendez pas la position, il n'y a absolument aucune possibilité de faire avancer. Il faut au contraire maintenir la position. Moi, je cite d'ailleurs des exemples de gens attaqués qui maintiennent leur position et qui s'en tirent beaucoup mieux que les gens attaqués qui s'excusent. Oui. Alors je cite notamment l'exemple du professeur Freyer, qui est le directeur de l'Institut de cancérologie de Lyon, un professeur de médecine tout à fait important, qui faisait des cours à ses premières années, où il expliquait 3 choses. Il y a des différences entre les races, ce qui est évidemment important du point de vue médical. Par ça, il y a des différences entre les hommes et les femmes, ce qui est évidemment important. Et il est normal, alors là ça peut choquer d'autres personnes, il est normal qu'il y ait des liens entre les profs de médecine et les labos pharmaceutiques parce que il faut travailler ensemble. Voilà. Et donc, il a été violemment attaqué par des milieux gauchistes de l'université, relayé par la presse. Il a eu une enquête diligentée contre lui par l'Inspection générale de l'éducation nationale. Et il avait un certain nombre d'amis, de proches qui lui disaient reviens en arrière, excuse-toi, voire démissionne, etc. Il n'en a rien fait. Il a tenu la position. Et il est toujours en place. Oui. Il aurait commencé à s'excuser, à renier ses propos, il était mort. Oui. Voilà. C'est vrai. Et vous dites la même chose. Alors ça, c'est un exemple, je pourrais en citer d'autres. Oui, dans le livre. J'aime bien cet exemple, parce que ce n'est pas du tout quelqu'un au demeurant de notre milieu, voilà, mais qui a tenu le... Comprend le schéma, en fait, qui a tenu le choc de lui-même. Parfois, c'est une vue de l'esprit de croire que maintenir la position va forcément vous exclure de la société. Si vous faites les choses bien et que vous êtes bien installé, que vous êtes légitime dans votre poste, vous pouvez y rester. Vous citez aussi Orban, qui est très sévère, c'est moins qu'on puisse dire, vis-à-vis de George Soros, qui a des discours où il emploie le terme grand remplacement, et bon, il est toujours au pouvoir, ça se passe bien pour lui. Donc, Orban, avec le grand remplacement, il est à 50%. Oui, comme quoi... Voilà, comme quoi, il y en a d'autres qui ne sont pas encore sans le grand remplacement. C'est vrai. Je trouve que c'est bien de voir la politique des autres pays. Bon, déjà, ce sont d'autres pays européens, c'est des pays frères, mais ça permet aussi non pas de relativiser, mais d'avoir un espoir, de se dire, mais ce qui est possible ailleurs sera peut-être possible un jour en France. Après tout, qui aurait cru il y a 10 ans que la gauche danoise deviendrait identitaire? Oui. Il y avait déjà, parce que le Danemark est travaillé depuis longtemps. D'accord. Parce que le Danemark est un pays plus nationaliste, plus identitaire que ses voisins. Je voulais vous poser une question à propos de la cancel culture. Moi, je suis assez effrayé par la cancel culture. J'ai l'impression que c'est une nouvelle transformation, métamorphose de la gauche qui est encore plus puissante que ce qu'on n'a jamais vu auparavant. C'est vraiment cette idée qu'il faut détruire les fondements qui restent au peuple européen, les référents culturels. Oui. Comment on peut lutter contre ça, finalement? La transmission familiale, la lutte réelle, je ne sais pas trop. C'est évidemment la transmission familiale et la transmission... le grand problème de la défaillance, c'est la défaillance de la transmission scolaire. Oui. Et donc, c'est très difficile de trouver des solutions. Appris à l'école. Parce que si vous voulez, c'est vrai qu'on dit... il déboulonne les enseignements aux États-Unis, il déboulonne les enseignements du grec et du latin. Il en reste déjà plus beaucoup. Moi, je peux vous le dire, j'ai 35 ans, on m'a pas appris le grec et le latin à l'école. Non, mais bien sûr. Ouais. Et donc, il y a vraiment il y a une rupture qui remonte, si vous voulez, c'est déjà ancien, parce que si vous voulez, le système éducatif français, il est resté traditionnel jusqu'en 70, 75. Donc ça veut dire que ça fait quasiment 50 ans qu'il y a une rupture. Donc 50 ans, c'est presque 2 générations. Oui. C'est beaucoup. Donc, alors il faut maintenir. D'où aussi la nécessité de sanctuaires, d'endroits où la culture se transmet. Bon, c'est un des objectifs de l'Institut Iliade, c'est le côté sanctuaire. Mais pour le moment, sur des petits nombres. Alors, sur un autre sujet, qu'est-ce que vous avez pensé de la lettre des militaires à l'État français? Est-ce que vous pensez que ça donne espoir ou au contraire, ça montre une impuissance? Je ne sais pas.
Ça a eu un grand impact. Oui. On en a beaucoup parlé à l'étranger. Hein. Moi, en Roumanie, j'en ai entendu parler, par exemple. Oui, ça a eu un grand impact. Je crois qu'ils ont trouvé la première lettre. Hein. Oui. Ils ont trouvé un mot qui était très fort parce qu'il traduisait bien la réalité, c'est le délitement. Voilà. Et donc, il y a eu l'impact extrêmement fort de... Alors là, il y a eu des gens qui ont signé de leur nom, essentiellement dans le cadre de réserve, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Il y a eu quand même quelques officiers d'actifs qui ont sorti un certain nombre de choses sous leur nom. Voilà. Il y a eu des conséquences, hein. Il y a eu des retraites qui ont été bloquées, il y a eu des grades, il n'y a pas de retraite, des grades qui ont été enlevés. Des grades, ça, oui, mais c'est-à-dire, on leur a interdit maintenant d'utiliser leur grade. Mais enfin, bon, c'est pas non plus... Vous avez l'air modérément emballé, j'ai l'impression, par cette lettre. Vous avez l'air modérément emballé par cette lettre. Non, pourquoi ? Non, je ne sais pas, je me demandais... Je trouve qu'elle a été... Est-ce que c'est un pas qui est franchi encore plus vers la prise de conscience, elle a été très bienvenue, cette lettre. Non, pas du tout. D'accord, très bien. Non, pas du tout. Alors, il y a plus loin, vous employez une expression que je trouve jolie, c'est la transgression tranquille, comme méthode, je dirais, de lutte contre la diabolisation. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? J'ai compris l'expression, mais... Si vous voulez, on va vous dire... les Noirs aux États-Unis, les immigrés en France sont malmenés par la police, ils ont plus d'incidents avec la police, etc. Eh bien, oui, mais pour une raison très simple. C'est qu'ils sont eux-mêmes, il y a une surdélinquance systémique de l'immigration. Il n'y a pas un racisme systémique de la police, ni aux États-Unis, ni en France. Il y a une surdélinquance systémique des Afro-Américains aux États-Unis. Ça, on le prouve statistiquement. Il y a plein d'articles sur Polémia qui donnent les chiffres, sur Polémia ailleurs d'ailleurs. L'Observatoire de l'immigration et de la démographie, par exemple. Il y a une surdélinquance systémique des Afro-Américains aux États-Unis, et il y a une surdélinquance systémique des immigrés extra-européens en France. Ça explique la situation. On peut dire ça tout à fait tranquillement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous délinquants, mais il y a une surdélinquance systémique. Voilà. C'est ça la transgression. Enfin, un exemple parmi d'autres. Oui, je comprends. C'est dire les choses, finalement, comme elles sont, simplement, sans... Pas commencer à dire, oui, c'est épouvantable, la police est raciste, la police fait le contrôle aux faciès. C'est une blague. En Seine-Saint-Denis, vous ne faites pas de contrôle aux faciès, vous contrôlez les gens que vous voyez. Le contrôle aux faciès, c'est quand on arrête... D'ailleurs, c'est assez amusant parce que en Grande-Bretagne, qui est un pays très atteint, il y avait eu à un moment des consignes données à la police dans les années 2000-2010 de contrôler équitablement toute la population. Et cette décision avait été cassée par la Chambre des Lords, qui avait considéré que interpeller une vieille dame blanche pour contrôler, c'était pas pertinent, parce que la probabilité qu'elle soit terroriste ou délinquante n'était sans doute pas nulle, mais elle était faible. Voilà. Donc il faut dire les choses. Puisque vous parlez de l'Angleterre, c'est vrai que je me demande si c'est pas un des crimes les plus inouïs de ces 50 dernières années. C'est l'affaire des gangs pakistanais qui ont violé des milliers de... En fait, c'est tellement fou qu'on n'arrive pas à le croire. Et ce qui est fou, c'est que quand Robinson a voulu le dénoncer, il est allé en taulle. Mais sous quel prétexte ? Quel a été le prétexte ? Alors, le prétexte, c'est du droit anglais. C'est qu'on n'a pas le droit de rendre compte de certains débats de justice. Et donc, le débat de justice était ce qui est tout à fait hallucinant. Enfin, c'est du droit anglais. Et donc, comme lui s'était mis à la sortie du tribunal pour rendre compte des débats, on a considéré qu'il entravait la justice. Il entravait la justice et on l'embarquait, on l'a mis en prison. C'est un prisonnier politique. Il y a des prisonniers politiques en Europe maintenant, il faut le savoir. C'est vraiment incroyable. Et c'est tellement ignoble, en fait, que autour de moi, j'essaie d'en parler et les gens ne me croient pas. Cette affaire des gangs, des grooming gangs, c'est tellement gros. Je ne sais pas comment on peut transmettre l'information quand elle est vraiment bloquée dans les médias. On n'en a jamais parlé dans les médias français, quasiment. C'est là qu'on voit les médias. Si vous voulez, la pire des informations, c'est la désinformation par occultation. Parce qu'à la limite, un mensonge, vous pouvez le démentir. Bon, ceci étant, il a fait son effet. Mais vous pouvez le démentir. L'occultation, vous pouvez pas... Moi, je sais qu'on fait toutes les semaines, je fais une émission de critique des médias sur TV Liberté. La désinformation la plus intéressante,
encore une fois, la plus importante, c'est l'occultation. Mais si vous parlez de quelque chose d'occulté, personne ne va vous regarder, puisque personne n'est au courant. C'est ça, c'est un peu le cercle vicieux. Voilà. C'est terrible. Ça, on ne sait pas trop comment en sortir, mais il faut informer, et espérer que les gens tombent un peu dessus. Là-dessus, honnêtement, les réseaux sociaux ont fait un travail considérable, parce qu'il y a maintenant beaucoup d'affaires qui sortent dans les médias. Oui. En fait, le circuit, ça commence sur les réseaux sociaux, ça monte chez De Souche, ça va dans les médias alternatifs, puis dans les médias type CNews, et ça finit par atteindre tout le monde. Quoi. Les gens qui cherchent trouvent l'information. Donc il y a un moment où des informations qui seraient occultées avant ne peuvent plus l'être aux gens. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est les stratégies de contre-attaque que vous présentez. Par exemple, lorsque vous êtes sur un média, vous êtes pointé du doigt, diabolisé, criminalisé en quelque sorte pour ce que vous pensez. En fait, plutôt que de dire pardon, je suis quelqu'un de gentil, je suis pas méchant, j'ai rien fait de mal. Je suis pas raciste. Je suis pas raciste. Je suis pas xénophobe. Mais bon, il y a quand même trop d'immigrés. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Vous proposez d'accuser les accusateurs en disant c'est de votre faute, c'est vous les traîtres, c'est nous les résistants. Et moi, je crois qu'il faut accuser les lobbies antiracistes, accuser la LICRA, accuser l'UEJF, accuser la Ligue des droits de l'homme, accuser le Grand Orient de France de la situation actuelle. C'est eux qui ont imposé le Front républicain, l'immigration, et avec comme conséquence l'immigration massive. Et l'immigration massive, elle est de fait inassimilable et elle est de fait à la source, à l'origine du chaos sécuritaire. Il faut les accuser. Expliquez-vous. Expliquez-vous. C'est à vous. Voilà. Et puis, il faut aussi voir que tous ces gens-là agissent par intérêt. Madame de Haas, elle a fait un business du féminisme militant, puisque ces gens-là font du racket. Je vais vous donner un exemple. Le slip français a eu différents épisodes sur lesquels je ne reviens pas, et donc ils en rajoutent toujours dans le politiquement correct. Et donc, après un épisode où ils étaient accusés d'avoir fait un blackface, ils sont excusés parce qu'ils avaient du personnel qui a fait un blackface la nuit de la Saint-Sylvestre. On se demande en quoi ça concerne l'entreprise. Enfin bon, bref. Bon, eh bien, ils ont accepté, ils ont confié des missions de formation à SOS Racisme. C'est-à-dire, ça s'appelle une police d'assurance. Hein, c'est comme le gars qui vous tenez un bar ou une boîte de nuit et vous allez avoir un voyou qui va vous dire on vient protéger votre établissement. Voilà. Et bien là, SOS Racisme ou l'association de Madame de Haas fonctionne comme ça. Attention, vous pouvez être attaqué pour racisme, vous pouvez être attaqué pour, je ne sais pas moi, masculinisme ou antiféminisme. Prenez les cours, par ici la monnaie, voilà. Il y a des gens qui... Il y a un business tout à fait. De l'immigration. Il y a un business de l'homosexualisme. Il y a un business du féminisme. Et il faut le dénoncer. De l'écologie aussi. C'est ça qu'on dit pas assez souvent. C'est la fausse écologie. Ces éoliennes, c'est incroyable. La fausse écologie, c'est monstrueux. Monstrueux. Ah, c'est très curieux, les éoliennes. Mais ça y est, là, on est en train de... Je pense qu'il y a un basculement, là aussi. Vous voyez, ça fait débat maintenant. Là, maintenant, ça fait débat. Un peu tard, mais enfin, jamais... Il faut expliquer aux gens, c'est que les éoliennes ne produisent pas assez d'énergie, et donc pour compenser... Écoutez, alors, même si les éoliennes produisaient de l'énergie, ça ne justifierait pas qu'elles saccagent les paysages, qu'elles saccagent les fonds marins, enfin les hydroliennes, ou les éoliennes offshore. Mais en plus, c'est écologiquement bien, parce que non seulement ça ne produit pas d'énergie, mais ça consomme énormément de métaux rares qu'il faudra détruire. Donc, les éoliennes, c'est une catastrophe pour les paysages, c'est une catastrophe pour l'écologie. Mais par contre, il y a un grand système de corruption derrière. C'est une catastrophe pour la balance commerciale, puisqu'on importe tout. C'est vrai que c'est mystérieux. Les éoliennes, ça ne devrait pas exister. Non, en plus, on voit que l'Allemagne... Là, on voit qu'il y a peut-être une réaction. Je dois dire, le deuxième tour des régionales, il pourrait se faire sur les éoliennes. C'est vrai. On voit qu'en Allemagne, on recommence en douce à acheter du charbon parce qu'on ne produit pas assez, parce qu'on a trop misé sur les énergies renouvelables. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est vrai que quand Renaud Camus insistait autant sur les éoliennes, je me disais, bon, il exagère, c'est un artiste, etc. Et en prenant la route de la Roumanie jusqu'à la France, à partir de l'Autriche, mon Dieu, mais c'est terrifiant. Ah oui. Il y a des éoliennes partout.
Ah là là, c'est terrible. Sur l'autoroute, Autriche, Allemagne, France, éolienne, on voit que ça. On a l'impression que c'est un cauchemar en fait. C'est vraiment. J'espère vraiment que ça va finir. Bah oui, mais malheureusement, celles qui sont en place. Oui, c'est sûr. Alors, une question qui vous étonnera peut-être, mais je veux savoir si parfois des médias traditionnels vous invitent. Est-ce que vous refusez les invitations ou est-ce que vous êtes blacklisté ? Je suis non listé. Non listé. non listé. Voilà. Oui, je suis non listé. Voilà. Mais honnêtement, je fais pas d'efforts. J'ai fait un choix tout à fait délibéré il y a maintenant pratiquement 20 ans d'être dans la critique des médias. Donc, parce que moi, j'ai écouté, si vous voulez, je me souviens, à l'époque où je militais au Front National, on était quand même sur la logique, donc il y a plus de 20 ans, on était sur la logique, faut pas trop attaquer les médias, on en a besoin. Bon. Moi, à partir de 2002-2004, quand j'ai créé Polémia, j'ai dit, mais au fond, j'ai plus besoin des médias. D'abord, j'en ai pas. Donc, je peux les critiquer. Donc, je les critique alors de manière... bon, alors après, à partir du moment où je les critique, je vais pas m'accrocher à leur basque en leur disant, vous devriez m'inviter. Non, si j'étais invité, j'irais, oui, mais bon. Non, mais c'est sûr, on critique les médias. J'ai dû aller quand même, alors on est à la marge, je suis allé sur Sud Radio, voilà. Je crois que c'est peut-être autre chose, à peu près tout, quoi. En lisant votre livre, j'ai parfois été énervé par le cynisme des politiques. Par exemple, vous racontez que Mitterrand a fait monter le Front National pour ensuite l'avoir comme ennemi, le diaboliser. Vous racontez un épisode où Jean-Marie Le Pen dit à François Mitterrand, quand même, vous avez été dur avec nous, on n'est pas des criminels. Et François Mitterrand a dit, mais c'est le jeu. Et d'un côté, c'est drôle, et de l'autre, on se dit, mais ah là là, quels salauds, les salauds. Ils pensent pas ce qu'ils disent, ils exagèrent volontairement juste pour se maintenir au pouvoir. Quand on est un vrai militant, ça fait mal au cœur. Ça sert vraiment le cœur. Alors, intéressant aussi, vous dites que vous avez rencontré Zemmour, et que Zemmour vous a dit, je peux dire des choses que vous ne pouvez pas dire. Oui. Ça remonte à 12 ans, peut-être 13 ans, oui. C'est toujours le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez d'une possible candidature de Zemmour ? Est-ce que vous pensez que c'est positif ? Comment vous voyez la chose ? Oui. C'est bien, c'est ça. Oui. Alors, pourquoi ? Je reprends mon histoire de Front Républicain. C'est-à-dire qu'il y a le Rassemblement National d'un côté, tous les autres de l'autre, et il y a une barrière, un mur, un cordon sanitaire entre les deux. Et donc on ne s'en sort pas. Parce qu'à chaque fois, faire 51% dans ces conditions, impossible. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Alors, Zemmour, qu'est-ce qu'il apporte à ça ? Il peut apporter la recomposition du paysage politique. Puisque lui, Zemmour, il vient... il n'a pas l'héritage, finalement, de diabolisation du Rassemblement national, injuste, du Rassemblement national ou du Front national. Il arrive et il peut s'adresser à un électorat différent. Il peut s'adresser à l'électorat souverainiste, qui commence à en avoir un peu assez de ce brave Dupont-Aignan. Il peut s'adresser à un électorat LR, qui est honnêtement orphelin. Le LR de droite, le LR de gauche, il va, ou du centre, il peut aller vers Macron, il n'y a pas de problème. Le vrai électorat historique de la droite. L'électorat historique de LR, il est orphelin. C'est l'électorat qui a été volé, puisque l'élection de Fillon a été volée. Bon, ça fait un deuxième électorat. Il y a des abstentionnistes. Parce que même aux dernières présidentielles, il y a une abstention élevée. Et si l'abstention est élevée, c'est parce que les gens considèrent que le marché politique, l'offre politique n'est pas satisfaisante. Donc, Zemmour, il peut apporter tout ça. Et donc, il peut changer la donne. Et après, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Alors, il y a deux hypothèses. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il apporte Marine Le Pen et des réserves de voix au deuxième tour, ce qui lui a toujours manqué. C'est vrai. Bon. La deuxième hypothèse, alors elle est assez optimiste. Ah, je vous écoute. Ce serait un deuxième tour, Zemmour, Marine Le Pen. Ouh là là, bah là. C'est pas tout à fait impossible. Ouais. Ça joue le deuxième tour, il va jouer à 18,
Il s'est déjà joué à 18 plusieurs fois. Ouais. Il faut à 2 à 36, c'est jouable. Hein. Bon, c'est une hypothèse, je vous accorde, optimiste. Dans la mesure où est-ce que le deuxième tour aurait lieu dans ces conditions? On peut se poser la question. C'est vrai, c'est une autre question. Mais en tout cas, ça redistribue les cartes. Tout à fait. Parce qu'on ne va pas rejouer indéfiniment le même en 2012, en 2017, en 2022, puis pourquoi pas en 2027 et en 2032, le même scénario. On ne peut plus se permettre ça. Donc je crois que Zemmour, s'il y va, je pense qu'il y pense sérieusement, pour tout dire. Oui. Mais bon, on est enthousiaste parce qu'il pense sérieusement, il va rebattre les cartes. Après, il peut y avoir tout peut se passer, ça peut faire pchit, et puis ça peut se développer. C'est sûr. Ouais. Mais on a vu un peu comme ça de loin, on a l'impression que c'est un peu il est un peu dans la position de Trump en 2016, c'est-à-dire quelqu'un qui est... Alors évidemment, Zemmour est déjà beaucoup plus politisé que ne l'était Trump avant d'être président, mais on a l'impression un peu de l'électron libre, identifié comme un mec de droite, mais qui peut arriver et bouleverser les codes, quoi. Une espèce de Macron, mais de droite, en fait, qui arrive tout à coup. Mais je crois que la comparaison avec Trump est assez bonne. Sauf que Trump est un homme d'affaires pragmatique, et que Zemmour est fondamentalement un intellectuel. Mais c'est effectivement... et Trump, il n'a pas fait un parti à part, il a conquis le parti républicain. Oui, c'est sûr. Voilà. Et donc, et d'ailleurs, on voit qu'il y a un certain nombre de républicains qui commencent à se poser la question de Zemmour. Je crois qu'il n'aura jamais l'investiture des Républicains, puisqu'ils choisiront... ils vont penser qu'ils font faire leur étude pour savoir qui ils vont désigner par Perrineau, qui est aussi dans la bande Sciences Po, Duhamel et compagnie. Donc, je veux dire, il y a peu de chances que le processus débouche au sein. Mais il y a... Honnêtement, vous êtes un électeur de droite de Fillon. Oui. L'offre Zemmour, c'est pas mal. Si Zemmour a l'étiquette LR, vous n'allez pas vous retenir. Même s'il n'a pas l'étiquette LR, vous allez être tenté, quoi. Il n'aura pas une étiquette. Il arrive un peu vierge d'étiquette, si je comprends. Ouais. Voilà. Avant qu'on termine, j'ai une petite question sur Trump. Quel est votre avis sur sa façon qu'il a eu de gérer, on va dire, l'après-pouvoir? Est-ce que vous pensez qu'il a été maladroit ou que le système a été trop fort contre lui? Je ne parle pas du Capitole, mais par exemple, le fait qu'il n'ait pas réussi à trouver d'autres moyens de s'exprimer hors de Twitter, qu'il n'ait pas anticipé sa censure sur Twitter. Est-ce que vous avez un peu du ressentiment contre Trump vis-à-vis de ça? Non, je n'ai absolument pas de ressentiment contre Trump. Je trouve qu'il a livré de belles batailles. Si vous voulez, effectivement, le paradoxe, c'est qu'il a été élu par les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux l'ont supprimé et l'ont tué. Et pour le moment, on voit pas on est tous à l'attente d'un nouveau réseau social, mais qui pourrait venir des États-Unis, des milieux trumpiens, qui pourrait venir de l'Est, mais je trouve qu'ils sont pas très sensibles à ça. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas un sentiment d'urgence chez des gens qui ont de l'argent. Moi, je pense, si vous voulez, mais apparemment, je pense que on va dire les dirigeants des pays à l'Est, qui sont dans la dissidence par rapport au politiquement correct. Que ce soit Orban, que ce soit Poutine, ou que ce soit les Polonais. Alors, ils ne sont pas tous d'accord pour des raisons historiques, mais je pense que s'ils ne permettent pas à l'Ouest, à l'Europe de l'Ouest, de sortir du wokisme, en quelque sorte, de l'idéologie dominante, elle les bouffera. S'ils ne nous aident pas à nous sauver, ils seront perdus. Et d'ailleurs, leur centre-ville, quand vous regardez, vous faites des études électorales, le centre-ville de Budapest, c'est pas génial. Dans les capitales, on commence à voter à gauche. Le centre-ville Prague, même, c'était pas bon. De Prague, c'est pas bon. Le centre-ville de Varsovie, c'est pas bon. Et le centre-ville de Moscou non plus. Ah oui, je ne savais pas pour Moscou. Donc, tout est relatif. Non, bien sûr, mais il y a le même phénomène. Et donc, si nous ne nous sauvons pas, ils seront perdus parce que le système se déplacera. S'ils ne permettent pas à l'expression, on va dire, identitaire de survivre, eh bien, ils auront le même problème, en fait. Et en fait, mais c'est pas facile. Le meilleur service qu'ils pourraient rendre, c'est d'avoir des plateformes à large vue, ce qui n'est pas forcément simple non plus. Bien sûr. Créer une plateforme qui est vue par personne, c'est pas très difficile. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas de créer un autre Twitter, c'est pas d'échapper. Au fond, le problème, c'est pas tant d'échapper à la censure
que c'est d'échapper à la censure en gardant de la visibilité. Et créer un effet de mode pour être rejoint par des... voilà, donc c'est pas... c'est dur. Ça, honnêtement... Effectivement. Oui, parce que Gab, moi je l'utilise, c'est fonctionnel, je peux dire ce que je veux, j'ai jamais été censuré. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de monde encore qui vient. C'est ça le problème. Alors moi, j'utilise un peu Telegram, mais je suis beaucoup moins heureux que sur Twitter. Oui, c'est pas la même façon de communiquer. Ceci étant, sur Twitter, jusqu'ici, j'ai pu m'exprimer sans trop de problème. Bien sûr. Ouais. Mais enfin, je sais que tout est précaire. Et vous avez raison, il faut non seulement un endroit où la censure n'existe pas, pour ainsi dire, mais qui aurait une interface chaleureuse, qui donne envie aux gens de venir, et qui fonctionne, en fait, pour concurrencer ces mastodontes. Ouais. Alors, est-ce que vous auriez un message pour les jeunes militants qui nous écoutent sur la manière de se comporter, quelque chose à leur dire, une énergie peut-être à leur transmettre, la jeunesse identitaire qui nous écoute aujourd'hui? Eh ben, agir, faire des enfants, quand le moment est venu. Oui, quand le moment est venu, et puis agir, et à défaut d'agir, relayer tout ce qui se fait, se regrouper. Se regrouper, parce que je pense que c'est bien de relayer ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi se voir réellement. Oui, créer des amitiés. Participer aux manifestations quand il y en a. Bon, nous avons avec l'Institut Iliade, des colloques de l'Institut Iliade, c'est une grande occasion de se retrouver. On l'a maintenu, malgré le confinement. Alors, évidemment, on l'a maintenu dans des conditions dégradées, bien sûr, avec moins de monde, jauge limitée, mais il faut maintenir, il faut que les gens se voient. Voilà. Il faut se voir, tenir bon, ne jamais plier, ne jamais s'excuser, défendre toujours sa position. Oui. Très bien. Écoutez, je crois qu'on va rester là. C'était une très belle émission. Merci de nous avoir écoutés, mes chers amis. Vous pouvez trouver un lien de commande vers les 2 livres que nous avons présentés aujourd'hui de Jean-Yves Le Gallou. Merci à vous pour votre présence. Merci Daniel Conversano. Merci pour votre combat. On mettra également un lien vers l'Institut Iliade. À très bientôt peut-être dans Vive l'Europe. À très bientôt les amis. Au revoir.